Le centre de loisirs Sesc Pompeia, construit par Lina Bobardi au Brésil entre 1977 et 1986. São Paulo. Dans le quartier de Palmeiras, à côté de tours d'habitation de 30 étages, d'étranges blocs de béton aux fenêtres irrégulières voisinent avec des aliments d'atelier d'une ancienne usine. Rien ne permet de comprendre que c'est un seul et même équipement, un centre de loisirs destiné aux employés du commerce. Un des bâtiments les plus célèbres de São Paulo, on l'appelle le Sesc, usine de Pompeia. Créé en 1946, le Sesc, service social du commerce, avait commencé ses activités dans des maisons particulières. Fonctionnant comme un gigantesque comité d'entreprise à l'échelle d'un seul et même secteur d'activité, il propose à ses millions de sociétaires des soins de santé et des activités culturelles et sportives. Au début des années 70, le Sesc acquiert une ancienne usine de barils. Alors qu'un premier architecte avait prévu de tout raser pour reconstruire, le directeur du Sesc de l'époque, Renato Requicha, change d'avis et confie le chantier à une de ses amies, l'architecte Lina Bobardi, qui propose de conserver l'usine. Née en Italie en 1914, celle-ci avait fait ses études d'architecture à Rome. Sans avoir jamais rien construit, elle était partie en 1947 au Brésil avec son mari, Pietro Bardi, grand collectionneur qui introduira l'art moderne au Brésil. Elle est célèbre pour le musée d'art de São Paulo et son immense plan libre d'exposition. Elle a aussi transformé une ancienne manufacture de Bahia en musée d'art populaire. J'ai des inhibitions architecturales. Je suis incapable de faire le projet d'une banque, d'une villa particulière, d'un hôtel. J'aurais peut-être adoré qu'on m'appelle pour faire le projet d'un hôpital, d'une école, d'une maison populaire, mais cela n'est jamais arrivé. Dans le fond, je vois l'architecture comme un service collectif et comme de la poésie. Quelque chose qui n'a rien à voir avec l'art, une espèce d'alliance entre le devoir et la pratique scientifique. Dans un pays jeune, en pleine mutation comme le Brésil, l'idée d'un patrimoine architectural industriel est inexistante. La proposition de Lina, qui parle de recycler l'usine, est révolutionnaire. Les bureaux vont rester près de l'entrée, sur la rue Clélia. Dans les anciens ateliers, la bibliothèque, un théâtre et son foyer, les ateliers d'artisanat, le cabinet de soins dentaires. De l'autre côté de la rue, une grande cantine et sa cuisine, un hall d'exposition. Dans une deuxième étape, elle construit les bâtiments des équipements sportifs, abritant les terrains et des vestiaires, et enfin, un château d'eau déguisé en cheminée. Lina ne change rien à la disposition des bâtiments. Elle conserve le face-à-face des ateliers, des deux côtés d'une allée, qui permettait de desservir tous les secteurs de l'usine. Aujourd'hui interdite aux voitures, elle organise les circulations du public et les accès à toutes les activités. L'architecte conserve telles quelles les façades des ateliers, emblématiques de l'architecture du XIXe siècle qu'elle admire. Elle garde les toits pointus, asymétriques, dont une des pentes s'arrête brutalement, se continue par une paroi verticale en verre. Elle garde aussi à l'identique la structure et son curieux assemblage de poutres de béton. Elles entourent les fenêtres, la porte et désignent l'axe du faîte de la toiture. Un squelette, la structure porteuse affichée simplement avec son remplissage de briques ou de verre. À l'intérieur des ateliers, Lina Bobardi choisit de mettre à nu la structure. Elle fait tomber les cloisons inutiles pour créer une grande halle. Elle fait gratter les crépis pour faire ressortir les briques.
Elle conserve les alignements de poteaux, commercialisés par le précurseur français du béton de la fin du XIXe siècle, l'ingénieur François Hennebique. Des poteaux brevetés en 1892 que l'on retrouve dans les usines de la terre entière. Mais au Brésil, seule l'usine de Pompeia est construite selon les brevets Hennebique. Des poteaux au dessin élégant. Leur volume s'élargit à la base. La poutre qui les relie alterne des profils minces et des chapiteaux triangulaires. Elle est surmontée d'une deuxième poutre identique. Entre chaque poteau, 3,50 m. Entre chaque rangée, 10 mètres. Entre deux rangées de poteaux, des volumes en longueur. Des travées toutes identiques de 400 mètres carrés. Une architecture modulaire, répétitive, faite de matériaux pas chers, ce qu'on appelle de l'architecture industrielle. L'architecte conserve à l'identique les toits et leurs charpentes en bois, récemment renforcés par des ferrures peintes en rouge, une proposition de Marcelo Ferraz et André Weiner, les deux jeunes architectes qui avaient travaillé pendant toute la durée du chantier avec l'INA. Lina Bobardi augmente la quantité de lumière entrant dans le grand hall en remplaçant la partie la plus basse et la plus horizontale de la toiture par des briques de verre. Elle, qui déteste la moquette et la climatisation, n'ajoute rien au système primitif de circulation d'air des ateliers. Elle fait poser au sol un dallage de pierres rugueuses de grès. L'usine, c'est un endroit où on travaillait dur, un lieu de souffrance, un témoignage du travail de l'homme. Je voulais le transformer en lieu de loisir sans effacer son histoire. Le soin apporté à conserver les détails de l'ancienne usine, dans les murs, les toits, cela voulait dire que l'espace commencerait une nouvelle vie, pleine de chaleur, d'animation, avec une âme, une personnalité. Nous avons seulement ajouté quelques petites choses, le moins d'objets inutiles possible. Dans la plus grande halle de 2000 m², Lina Bobardi réserve une travée pour les expositions temporaires, 2 pour la bibliothèque et 2 pour ce qu'elle appelle l'espace de convivialité, une manière de stimuler le plaisir de vivre ensemble. Dans la bibliothèque, elle joue sur la hauteur en édifiant de chaque côté d'une rangée de poteaux 2 niveaux distincts de salons de lecture. À côté de l'espace de consultation des quotidiens, des terrasses à mi-hauteur, protégées par leurs parapets, aux allures de cubes de béton. Et derrière la rangée de poteaux, une mezzanine à la hauteur d'un premier étage. Les circulations sont démultipliées entre chaque cube, des couloirs et quelques marches, qui se poursuivent par les escaliers qui montent jusqu'à la mezzanine. Dans le prolongement des circulations, des fentes rythment le grand espace de la mezzanine. Ce fractionnement de l'espace, c'est une manière d'offrir aux visiteurs l'usage de surfaces plus restreintes et plus intimes. À chacun de choisir sa chaise, son coin, ou de jouir de la hauteur pour s'isoler de ses voisins. La convivialité, c'est aussi une question d'échelle. Isoler pour mieux réunir. La mezzanine ne touche pas les poteaux. Entre l'ancien, la structure Hennebique, et le nouveau, un respect mutuel.
L'espace créé sous la mezzanine, plus intime et protégé, deviendra un atelier pour les enfants. Une travée est réservée aux expositions temporaires. Ne touchant ni poteaux, ni murs, ni plafond, le CESC construit des boîtes le temps d'une présentation. Dans une de ses premières esquisses, Lina Bo Bardi avait dessiné des pentes et des passerelles s'enchaînant dans une circulation permanente. Un rêve de liberté et de mouvement dont il reste l'essentiel. Ni mur, ni porte, mais une belle surprise, une rivière. Des courbes, des bras et des recoins, deux petites passerelles en pierre. La nature subvertit l'ancien atelier. Deux travées d'usine se transforment en paysage minéral. La rivière structure l'espace de l'ancienne usine. Elle organise des surfaces plus petites, plus agréables à vivre, plus rassurantes. Pour en meubler les courbes, Lina dessine des fauteuils aux combinaisons modulables qui faciliteront rêverie, moments de repos et conversation. Un découpage en douceur de la grande halle à l'aide d'une fausse nature et de quelques meubles. Une conception japonaise de l'espace. Un pays que l'architecte avait visité 2 fois. Dans une des courbes de la rivière, elle crée un foyer et une cheminée. L'eau et le feu réunis pour le plus grand plaisir des visiteurs. Dans les ateliers voisins de la Grande Halle, ceux qui hébergent les activités artisanales de tissage et de poterie, le même refus des cloisons qui monterait jusqu'au plafond, le refus des portes qui séparent. Les alignements de poteaux d'usine continuent de structurer l'espace. La cantine obéit aux mêmes règles. Un seul atelier a été totalement transformé. Ses pignons sont devenus de gigantesques moucharabiers. Dans sa toiture, le verre a remplacé les briques. Ce volume ouvert des 2 côtés, c'est le foyer du théâtre. Une manière pour l'architecte d'équilibrer la fermeture totale du volume qui accueille la salle de théâtre. Celle-ci impose ses murs, insonorisation, poids des équipements accrochés pour la lumière et le son. Des murs épais, des poteaux renforcés, une salle fermée à toute lumière naturelle. Le volume tout en longueur de l'atelier d'usine interdisait le théâtre élisabétain circulaire dont rêvait Lina Bo Bardi. Il aurait imposé une pente trop douce à un seul alignement de gradins. L'architecte construit un face-à-face, imposant au public la vision de son autre moitié, une autre manière d'être convivial. En 1982, l'opération de recyclage de l'ancienne usine est terminée. La deuxième partie du programme, destinée aux activités sportives, commence.
Un énorme chantier dont Lina fera un emblème surprenant. Les ateliers de l'usine occupent la plus grande partie de la parcelle. Pour construire les nouveaux bâtiments, il ne reste en contrebas qu'un petit terrain traversé par une rivière. Une difficulté que Lina Bobardi va transformer en atout. À l'inverse de ses interventions minimales dans les anciens ateliers, elle fait un geste à l'échelle de la ville. 3 volumes qui se développent à la verticale et s'opposent à l'horizontalité de l'ancienne usine, préfigurant le paysage de la métropole future qu'elle va même esquisser dans un dessin. C'est l'image d'une citadelle face à la ville, une déclaration brutale. Le cube, la tour plus élancée et la haute cheminée évoquent le monde industriel, affichant fièrement le béton et ses coffrages, ne laissant rien deviner de leur fonction. J'ai souhaité que le complexe sportif du CESC, usine de Pompeia, soit brut, encore plus brut que le musée d'art de São Paulo. C'est un silo, un bunker, un container. Ce sera brut. Le beau, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est le brut, le vraiment brut. Puisque Lina ne peut pas juxtaposer les terrains de sport, elle va les empiler, créant un volume simple, un cube de béton. Au rez-de-chaussée, la piscine. Au premier étage, un terrain de football. Au deuxième étage, une salle de musculation, un aménagement récent. Au troisième étage, les terrains modulables. Le handball parfois, le football souvent. Au quatrième étage, 2 terrains modulables. Tous les étages sont identiques. Des plans libres sans poteaux ni parois porteuses. De lourds planchers reposent sur des caissons de béton. Les terrains de jeu occupent toute la surface. Et pour les identifier, Lina invente un code couleur simple apparenté aux saisons. Elle souhaitait qu'on ne se donne pas rendez-vous au quatrième étage, mais en hiver, ou qu'on se retrouve à l'automne. Dans sa recherche du brut et son rejet du beau, Lina va renoncer aux fenêtres traditionnelles et dessiner des trous, ce qu'elle appellera des trous préhistoriques. À l'architecture brutaliste, Lina oppose la simplicité d'un dessin aux contours libres, aucune forme identifiable, une brutalité du dessin renforcée par l'épaisseur de la paroi, le béton mis à nu. Une sculpture du vide. L'emplacement de chaque ouverture a d'abord été discuté avec les ingénieurs pour que la ferraille du béton s'écarte à l'endroit prévu pour le trou. Puis un épais bouchon en polystyrène a été dessiné en taille réelle et placé dans la ferraille. Une fois le béton coulé, enlevez le bouchon de polystyrène, vous avez le trou de la forme désirée, comme découpé à l'emporte-pièce, d'un geste. Contrastant avec la brutalité du béton, elle habille les trous de grands treillis de bois, reprenant simplement le mode traditionnel de climatisation des pays chauds. L'air circule d'un côté à l'autre du bâtiment. Les treillis réduisent l'éclat du ciel et la violence des reflets du soleil. Et ils empêchent les ballons de s'envoler, pour le plus grand bonheur des sportifs. Lina avait d'abord imaginé un seul bâtiment pour les salles de sport et les vestiaires, ignorant que la zone de la rivière était inondable et non constructible. Pour préserver le maximum de surface pour les terrains de sport, elle va créer de l'autre côté de la rivière un deuxième bâtiment dédié aux fonctions secondaires, les accès, les circulations verticales, les vestiaires, les douches. On circulera d'un bâtiment à l'autre
par des passerelles à l'air libre. Le deuxième bâtiment est aussi brutal, mais plus élancé. Une tour de 12 niveaux. Face à la ville, la tour affiche sa fonction. L'escalier de secours qui occupe 2 façades annonce les autres circulations verticales, les 2 ascenseurs et un escalier métallique cylindrique. Ici aussi, tous les niveaux ont le même plan. Pour moitié les circulations, pour moitié les vestiaires ou les salles de danse ou de gymnastique. Reste à franchir les 25 mètres de vide qui séparent les terrains de sport de leurs vestiaires. À chacun des 4 niveaux, 2 passerelles relient les 2 blocs de béton. À chaque hauteur, les passerelles dessinent un angle plus ou moins ouvert, des volumes massifs dont l'accumulation crée de puissants effets visuels. Dernier volume de béton, une cheminée de 76 mètres. Une fausse cheminée qui rappelle le passé de l'usine mais sert de château d'eau, aussi brute que les 2 volumes voisins. Aux ingénieurs qui, pour l'édifier, proposaient l'utilisation rationnelle des tranches cylindriques de béton, Lina Bo-Bardi opposera sa volonté de faire brut, de conserver les traces de la coulée du béton et de son effet de broderie. Expérimentant avec des planches et des sacs de toile de jute qui retiennent la coulée du béton, elle démontrera que c'est possible et moins cher. Quant à la rivière et au canal d'évacuation des eaux pluviales, Lina va tout simplement les recouvrir. Elle construit un long plancher, un deck, bordé de plantes, équipé de douches, un immense solarium au pied des blocs de béton. L'espace inconstructible devient un lieu de plaisir. Tout un symbole. C'est ainsi que dans une ville surpeuplée et malheureuse peut naître par surprise un ray de lumière, un souffle de vent. C'est l'usine de Pompeia, la joie d'une usine dont on a fait sauter le couvercle et qui continue, une petite allégresse dans une ville triste. Personne n'a rien changé. L'idée initiale de récupération de ce complexe a été celle d'une architectura povera, non au sens de l'indigence, mais dans le sens d'un artisan, une meilleure communication, dignité à travers des moyens plus limités et plus humbles. Architectura povera n'est pas qu'un geste brut, toutes les subversions sont possibles. L'humour, la poésie, la couleur. Comme ce garde-fou réalisé avec des fers à béton et qui ressemble au fruit du mandacaru, un cactus du nord-est. Comme le travail coloré exacerbé sur les canalisations, ou, plus simplement, l'usage des cailloux dans le sol des ateliers. À travers tous ces choix, l'architecte poursuit une seule quête, celle du bonheur des adhérents du CESC, modestes employés ou habitants de ce quartier populaire. Chaque semaine, plus de 25 000 personnes passent ici pour leur plus grand plaisir. Le CESC Pompeia est devenu un emblème. Sans effacer l'histoire de ce lieu de travail, au cœur d'une métropole, Lina a fait de cette usine une citadelle du loisir, un lieu convivial de bonheur partagé.